moi je suis ici pour expliquer comment les travaux qu'on développe dans l'équipe KEIA, donc une équipe de flux de données du laboratoire 3S, peut ou a déjà été appliqué dans un domaine de santé. Et donc il y a deux parties à cette présentation. Après avoir introduit l'équipe, je vais parler de ce que l'on fait dans la recherche d'informations dans le big data, dont vous avez certainement entendu parler, pas dans le domaine de la santé, mais on se rend compte très rapidement dans les collaborations qu'on a avec les partenaires de santé qui sont, ou les industriels qui travaillent dans le domaine de la santé, qu'on est très vite replongé dans ce domaine du big data. Et puis après, j'expliquerai ce qu'on a fait de façon plus directe avec les applications liées à la santé. Alors tout d'abord, l'équipe, on est 6 enseignants-chercheurs. J'ai l'habitude de dire qu'on est un peu le couteau suisse de la flux de données, parce qu'en fait, les 6 personnes qui sont mentionnées ici ont chacune des compétences diverses, mais connexes avec chacun des autres membres. Donc on est un peu, vous vous intéressez à n'importe quel algorithme d'apprentissage, n'importe quel algorithme de flux de données, a priori on sait le faire. L'un de nous sait le faire. Donc on travaille à développer de nouvelles méthodes qui, en particulier, sont hybrides et tirent avantage de plusieurs méthodes de flux de données que par pair ou par trinôme on maîtrise dans l'équipe. Là j'ai cité les trois thésards que l'on a dans l'équipe. Pour parler un peu plus précisément de ces méthodes, de ces compétences que l'on a, on s'intéresse à des problèmes de clustering, donc de regroupement des données, typiquement des regroupements de patients, soit par des informations de géolocalisation, des informations de pathologie, des informations de traitement. Donc on va faire des paquets de données similaires, des paquets de patients ou des paquets de traitements similaires. On va faire la classification, ça va nous permettre de décider si ce traitement est bon ou mauvais, ou actif ou non actif. Donc la classification, ça va être la capacité à attribuer une étiquette, à attribuer une information de catégorie à des données. On va s'intéresser à des informations d'association, donc extraire des relations d'association entre les données, typiquement par rapport à ce que David vient de présenter. J'ai récupéré toutes les données de localisation des enfants, éventuellement leur trajet de bus, qu'est-ce qu'ils ont mangé, quel a été leur traitement, enfin les prescriptions, l'évolution de la maladie. On a un gros tableur Excel, on a un gros tableau plein de données. Et nous, on va être capable de vous dire, en fait, c'est la colonne 4 sur la dose d'antibiotiques et puis la colonne 18 sur quelle est la quantité de sucre qu'ils ont mangé à la maison ou à la cantine, qui sont les caractères prépondérants sur la décision de savoir si l'antibiotique est efficace ou pas. On va être capable de faire émerger toutes ces données, tous ces tableurs, par des méthodes qui ne sont pas intégrées dans Excel, évidemment, par d'autres algorithmes. On va être capable d'extraire des associations qui ne sont pas forcément naturellement évidentes. On va faire émerger ces associations. Et puis on va pouvoir prendre des décisions sur des données dynamiques, avec des objectifs de planning. Et on va pouvoir faire de l'apprentissage interactif. Je vais vous faire une petite démo juste après qui va clarifier ce point-là et qui, je pense, en tout cas, reçoit un écho très positif de la part des personnels de santé, des chercheurs dans le domaine de la santé. Donc là, j'ai listé, vous voyez l'effet couteau suisse, j'ai listé une partie des méthodes qu'on maîtrise dans l'équipe. Alors, je ne suis pas du tout expert de toutes ces méthodes-là, mais on essaye de communiquer entre nous et donc on couvre un champ très très large des domaines de flux de données. Et, je pense que c'est une spécificité. Avant de passer à l'introduction sur le big data, la première partie et tout ce que j'ai essayé de montrer, même dans la partie santé, est très axé sur le visuel. Il y a beaucoup d'images et de vidéos de ce qu'on a fait dans des domaines où les données sont visuelles, parce que ça permet de bien appréhender. N'hésitez pas à extrapoler en vous disant si je remplace ce type de données par mes données à moi, on peut faire la même chose. Je vais m'expliquer. Donc, dans le contexte de la recherche d'information, dans les très gros volumes de données qu'on a à l'heure actuelle, on va se poser la question de j'ai une information, par exemple une image, et je vais chercher à retrouver toutes les informations qui sont similaires à cette image. C'est-à-dire, quand vous faites une recherche de photos de paysages, de photos de rivières, de photos d'arbres, être capable de relier ce que vous avez en tête en termes de concept avec le contenu que vous allez chercher. Et donc tout notre travail, c'est d'arriver à définir un lien entre la façon dont je vais représenter le contenu, mon image, je vais la représenter d'une certaine façon, un peu comme une maladie, je vais la représenter, une
une pathologie, je vais la représenter par une poussée de fièvre, par une éruption cutanée, et donc je vais avoir un certain nombre de caractéristiques qui vont permettre de représenter mon phénomène. Et après, il faut être capable de relier cette liste de caractéristiques avec ce que moi j'ai en tête. Et donc, j'arrive à définir une méthode qui me permet de fouiller dans cette liste de caractéristiques pour faire émerger les choses qui correspondent à ce que je cherche. Et donc, dans le contexte du big data, c'est à nouveau c'est une slide qu'il faut extrapoler à vos données. Et bon, on va s'attaquer à des volumes de données qui sont assez phénoménaux. Si je regarde, ne serait-ce que pour citer ce qui se passe sur YouTube, il y a chaque minute que je parle, 1 heure de contenu vidéo qui est déposé sur YouTube. Donc j'ai parlé depuis 4 minutes, on a 4 heures de contenu vidéo qui est déposé. Et donc après, quand je veux chercher dans ce contenu vidéo, vous voyez que je suis hors de question de parcourir ce contenu vidéo, puisque je n'ai pas assez de temps pour le lire par rapport à la quantité de contenu qui arrive. Donc il faut que j'ai des méthodes très efficaces pour fouiller dans des très gros volumes de données et pour envoyer des réponses de façon pertinente. Alors, vous allez me dire, ou si vous ne me le dites pas, vous pourriez, Google fait ça très bien. Donc Google, je lui donne des données, ils ont des moteurs, Google ou ses concurrents, ils ont des algorithmes très performants pour rechercher dans ces gros volumes de données et me donner des informations pertinentes. Alors on va voir que ce n'est pas tout à fait le cas. Vous connaissez tous Google Images, si vous recherchez des images sur un sujet. Comme on appelle connexion très rapide, je ne vous fais pas la démo où ça marche, je vous fais directement la démo où ça ne marche pas. Maintenant, si sur Google, je tape Google Images, je tape pizza aux anchois, on s'attend à ce que, si vous avez testé Google Images, ça fonctionne bien, et donc je vais voir apparaître une page complète de pizza aux anchois. Elle va apparaître. Bon, j'y reviendrai après. Je ne vais pas garder la bonne. Alors, j'y reviendrai après le temps que ça charge. Et vous verrez que la première image qui apparaît sur Pizza aux anchois, c'est la photo d'Adriana 42 qui est ici. Alors, c'est pas anodin. La raison pour laquelle c'est cette image-là qui apparaît comme Pizza aux anchois, c'est parce qu'il y a un site qui vend des solutions de référencement de leur page web, enfin des pages web à ses clients, et qui a montré que Google utilise seulement le contenu du texte qui est sur la page, le titre qui est dans la donnée, mais pas le contenu qui est dans les données qui sont présentes sur la page. En l'occurrence, vous voyez que le titre qui est en dessous de la photo d'Adriana 42, c'est Pizza aux anchois, que dans la page on parle de quoi? La recette de la pizza aux anchois, pourquoi pas des chamallows aux anchois, etc. Et donc tout le contenu de la page textuelle, c'est la pizza aux anchois, les anchois, la pizza, etc. Et puis la photo n'est pas cohérente. Alors, c'est pas complètement absurde d'imaginer qu'on va mettre des contenus visuels qui sont pertinents avec le texte. Mais ce que ça montre, c'est que la recherche de Google, voilà, la page à charger, le premier résultat de la pizza aux anchois, vous pourrez essayer ce soir, demain, chez vous, la semaine prochaine, ça sera Adriana 42, parce que la page a été construite pour montrer comment marche le système de Google. Et ce qu'ils vendent, c'est, nous, on va être capable de vous faire une page qui est en top liste de la recherche de Google sur Google Images. Mais sauf que ça pose une vraie question, c'est-à-dire que les solutions, les algorithmes performants actuels en flux de données dans les très gros volumes, ils ne s'intéressent pas au contenu, ils s'intéressent à du contenu qui est facilement traitable, en l'occurrence le texte, mais si c'est du contenu un peu plus riche, un peu plus compliqué, dans lequel on n'a pas les informations de concept ou de sémantique, ce qui va être le cas des données médicales, je vais avoir des mesures de température, de quantité d'espace, de boutons développés sur la peau, je n'ai pas de concept directement lié, les algorithmes actuels ne vont pas fonctionner. Et donc, pour répondre à ces questions, oui, j'avais une dernière petite slide. Si je clique dans Google Images, si vous regardez ici images similaires, vous me dites qu'il va en sortir plein d'images similaires, en l'occurrence Adriana 42, il y en a des milliers. Vous me faites confiance que si je cherche Adriana 42, j'ai beaucoup de photos. Et pourtant, quand je tape sur images similaires, Google Images va me renvoyer ces 5 images. Bon, alors ça ne ressemble pas forcément énormément, on voit quand même que c'est des visages. Il y a des méthodes très simples pour détecter les visages dans les photos, donc ça marche bien. Mais si je regarde sur cette image, qu'est-ce qui fait que cette image est arrivée? C'est à nouveau pizza aux anchois. Vous pourrez faire le test chez vous, ça marche très bien. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans l'équipe par rapport à cette recherche sur le contenu? À nouveau, n'hésitez pas à extrapoler, là c'est des images, donc des caractérisations visuelles qui nous permettent de retrouver des informations similaires, pertinentes, mais on travaille sur n'importe quel type de données. Donc si je recherche par exemple des images d'éléphants, voilà ce que nous on va faire, on va
système qui va permettre, à partir du contenu de l'image, là il n'y a pas de texte, il n'y a pas de titre, de retrouver des images similaires. Forcément, c'est bien moins pertinent parce qu'on n'a pas accès au concept. Si je savais caractériser dans un contenu non conceptualisé, non sémantique, ce que c'est qu'un éléphant dans une photo, je résous une quantité de problèmes de l'humanité sur la recherche d'informations. Le problème, c'est que la plupart de nos données, elles ne sont pas caractérisables de façon sémantique explicite, déterministe. Quand vous avez des données médicales, il faut les analyser, c'est votre expérience, c'est votre connaissance. Éventuellement, c'est le retour vers des études qui me permettent de dire, là, cette caractéristique-là, ou ce champ de caractéristiques-là, il est important, il faut que je rappelle le patient, ou il faut que je déclenche une alerte d'épidémie, etc. Donc, on travaille effectivement sur les mêmes types de données, vous et nous. Et donc, ça permet d'illustrer l'aspect apprentissage interactif qui intéresse beaucoup les médecins. Le moteur de recherche que je vous présente là, on est en train de le développer et de l'adapter aux données de Galderma, qui travaille sur les cancers de la peau, mélanome, on travaille sur la rosacée avec eux, etc. Pas plus en dire parce que il ne faut pas que j'en dise trop, ils m'ont demandé de pas dire plus que rosacée et mélanome. Et donc ils nous donnent des photos et ce qu'ils veulent, c'est qu'on puisse caractériser qu'est-ce qui est un mélanome, son grade, qu'est-ce qui est la rosacée, son grade, etc. à partir des images. Mais ils ont déjà des biologistes experts chez Galderma qui annotent à la main les images. Mais si nous, on leur fournit un système qui leur permet de dire ça c'est un mélanome, retrouve-moi tous les contenus qui sont des mélanomes, et puis qui leur permettent de corriger. Là, on voit que j'ai un ours qui apparaît très haut, mais mon système, je peux lui dire ça c'est pas une image pertinente, apprends de mon expérience, de mon expertise, que cette image-là n'est pas pertinente. Et donc il va, au fur et à mesure des annotations, au fur et à mesure des interactions, apprendre que visuellement ça se ressemble beaucoup, il y a du bleu, il y a du marron, il y a du vert. Mais avec quelques annotations, je vais être capable de trier une base, là on voit en haut que c'est une cinquantaine de pages, donc c'est une base d'une dizaine de milliers d'images. Mais en live, là c'est en ligne, j'interroge notre serveur, je lance la recherche, et donc vous voyez que le temps de réponse est très rapide. On met ça à Galderma, quand on leur montre ça et qu'on leur dit vos biologistes, ils ne vont plus avoir à noter 10 000 images, ils vont peut-être en annoter 20, et en positif ou négatif, et ça va leur permettre de faire remonter tous les cas de mélanome de grade 4, tous les cas de rosacée de tel type, etc. Ils achètent tout de suite. Et donc, on peut faire ça sur des données visuelles, quand c'est visuel c'est facile, on peut faire ça sur des données moins visuelles, et c'est tout à fait possible et intéressant. Donc, on a développé ce système de recherche interactive du contenu dans plein de contextes, images, vidéos, objets 3D avec le Louvre, et donc sur d'autres données moins visuelles, moins faciles d'accès pour le non-expert. On travaille sur des données de texte et dans ce même contexte avec des messages courts, on travaille sur la reconnaissance d'action humaine, donc tout ça c'est plutôt multimédia que médical. Et on travaille également sur des très gros volumes de données, images et vidéos, pour faire ce type de recherche d'informations, de données similaires entre elles. On va voir comment ça va pouvoir s'appliquer dans le contexte santé juste après. On travaille aussi à faire ça de façon répartie. Maintenant, la plupart des bases de données, multimédia ou non, sont distribuées sur différents sites, avec différentes solutions de calcul. Et donc, on veut pouvoir lancer la recherche en parallèle sur différents sites. Ne pas attendre d'avoir une réponse commune de tous les sites pour nous dire ah ben l'information elle était plutôt à Lyon, plutôt à Bordeaux, plutôt à Grenoble. Et donc on travaille à agréger la décision de chacun des sites pour avoir une information pertinente. Si Bordeaux met 2 heures à répondre mais que Grenoble répond en 3 secondes, ben je vais commencer à fouiller Grenoble sans attendre que Bordeaux m'ait répondu et je vais essayer d'avoir la meilleure réponse sur le contenu pertinent que je cherche par rapport à la disponibilité et l'efficacité de chacun des sites. Donc si j'ai des bases médicales réparties dans chacun des hôpitaux, je n'ai pas besoin qu'ils partagent leurs connaissances ou leur contenu avec tout le problème de sécurité, d'anonymat, enfin de tous ces problèmes-là. Je peux lancer une requête sur chacune des bases. Les bases locales fouillent et ont accès aux informations privées. Et la réponse qui m'est renvoyée, c'est sur cette base, il y a tant de cas, il y a tel cas intéressant. Donc il faut que je prenne contact avec Bordeaux, Strasbourg ou Rennes pour avoir... il faut que je prenne contact avec eux pour échanger et améliorer ma connaissance de ce phénomène, de cette pathologie ou de cette épidémie. Donc dans le contexte de la santé, on
on a déjà un peu vu comment ça pouvait s'appliquer. Qu'est-ce qu'on a fait de façon plus directe? Qu'est-ce qu'on a appliqué de façon plus explicite dans le domaine de la santé? Toujours avec des informations vidéo, on travaille à l'heure actuelle sur utiliser des capteurs type Kinect, caméra, pour maintenir les personnes âgées à domicile. Et donc, je vais suivre leurs activités et notre moteur d'intelligence, il est capable de reconnaître est-ce que ma grand-mère s'est penchée sur sa poubelle pour jeter quelque chose ou est-ce qu'elle est en train de tomber. Et donc, il y a une détection de chute qui m'envoie un SMS, le système automatique m'envoie un SMS et me dit attention, visiblement votre grand-mère va mal, ou alors est-ce qu'elle reste immobile à un endroit dans son appartement et donc elle ne s'est pas levée par exemple. Donc il se passe quelque chose parce que les personnes âgées ont souvent des protocoles. Toute une journée, c'est un rituel, on se lève à telle heure, on fait telle chose, etc. Dès qu'on sort de ce cadre-là, avoir une information pour me dire, bon peut-être, rappelle ta grand-mère, il se passe quelque chose. Et donc on utilise des capteurs classiques qui ne coûtent pas cher. Il faut savoir que ce n'est pas Big Brother, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui regarde la caméra en permanence, c'est un algorithme. Sa vie privée n'est pas exposée, merci. Et donc c'est juste une alerte d'un SMS qui dit peut-être contacte ta grand-mère pour dire ce qui se passe. Sur la partie droite de la slide, c'est une étude qui est lancée depuis 2 ans aux États-Unis, qui met en compétition, en coopétition, coopération compétitive les plus grandes universités américaines. Le principe étant là d'aller un petit peu plus loin que juste le maintien des personnes âgées à domicile, mais c'est l'automédication. Leur but étant pour des administrations de médicaments simples, une piqûre, prendre des pilules, etc., permettre aux patients de le faire eux-mêmes, parce que envoyer une infirmière chez tous les patients